Sweep, la parole est aux danseurs hip-hop. Yo yo yo, Gabriel Touron, aka Soyuz, le stoïcien du popping, comment ça va? Salut Mathis, salut Noé, ça va super bien. Cool. On est super content de te recevoir. Et avant de démarrer la conversation, on souhaite la bienvenue à ceux qui nous rejoignent peut-être sur cet épisode. Peut-être qu'il y en a qui en ont déjà écouté précédemment. Donc on est sur le podcast de Sweep. Et il est disponible sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Deezer et sur Spotify. Donc voilà, bienvenue à tous. Et merci de nous accorder un peu de ton temps un dimanche après-midi pour discuter. Peut-être que dans un premier temps, tu peux te présenter. Alors oui, comme Mathis a dit, je suis Soyouz, c'est mon blaze. Sinon, ouais, c'est Gabriel, mon vrai prénom. Je danse depuis, ça va faire 8 ans. Je danse la pratique du popping, donc ça fait partie des branches du hip-hop, ça fait partie des 5 branches du hip-hop. Euh, et je suis à côté aussi développeur web, actuellement en master, donc en alternance. Donc voilà, je joue avec ces deux activités, danseur de popping et développeur web à côté. Pour des gens qui savent pas du tout ce que c'est le popping, c'est quoi la manière la plus concrète d'expliquer en quelques mots ce que c'est que cette danse? Alors, d'un point de vue purement visuel, on va dire que c'est le fait de contracter ses muscles, tout simplement, sur une musique. Alors, c'est souvent des musiques binaires. Donc, voilà, c'est vraiment marquer les temps avec notre corps sous forme de contraction. Et sinon, pour un point de vue un peu historique, pour que ce soit plus illustratif, on va dire, c'est sur des musiques funky, parce que c'était autour des années 80 que c'est né. Et donc c'était, on est toujours dans cette frise chronologique où il y avait du groove. Voilà, c'est vraiment danser, on se rappelle les époques de James Brown. Donc voilà, il y a cet aspect de danse plus les contractions musculaires. Du coup, tu disais que ça faisait 7 ans 8 ans maintenant que tu dansais. T'as démarré comment? Très simplement le popping. Alors, j'ai commencé au lycée, j'ai entendu des musiques dubstep. J'ai un peu honte de l'avouer, mais c'est parti de là. Ce courant de musique électro, je crois que c'était un courant qui venait d'Angleterre. Et il y avait une vidéo de Scott Marquis. Son blaze de danseur, c'est Non-Stop. C'était une vidéo, il était à côté d'un banc et il faisait des choses très très particulières avec son corps. Il glissait, il faisait des waves sur ses musiques dubstep, justement. Et ça m'a tout de suite envie de répéter. Donc, dans la salle de bain, à essayer de faire des petites waves. On a commencé par là. Pour la plupart, je pense, à danser dans la salle de bain. Et après ça, c'est ma maman qui a vu que j'aimais bien ça et qui a fait des recherches, qui a découvert que ça s'appelait du popping en vrai, ce qu'il faisait. Donc elle m'a redirigé vers des danseurs comme par exemple Tommy Lasmala sur Bordeaux, qui connaissait donc cette discipline. Et après ça, ça m'a donné envie de continuer, découvrir le funk, découvrir plein de choses à travers cette danse. Et comment ça s'est passé? Ces gens-là, ils t'ont donné des cours? Ou c'est plus tu t'entraînais avec eux, mais du coup, tu étais autodidacte? Alors, par exemple, Tommy, il connaît pas mal d'autres disciplines que le popping. À la base, c'est quand même un breaker. Donc, j'avais pas forcément toutes les infos qu'il fallait pour vraiment approfondir cette discipline, mais au moins, il me donnait les noms, les références auxquelles je pouvais m'appuyer pour pouvoir vraiment progresser. Euh, donc oui, je prenais des cours avec lui. Je prenais des petits workshops aussi quand je voyageais. Mais sinon, il faut se l'avouer, je fais quand même partie de la génération YouTube et la plupart des infos que j'ai eues, c'est sur des tutos, notamment ceux d'Ozin ou de Skitter Rabbit, voilà, sur des vidéos en ligne. Du coup, si on continue de retracer les points phares un petit peu de l'avancée dans le popping, les battles, t'y es arrivé très rapidement ou t'as eu plus une phase d'entraînement personnel et t'es arrivé au battle plus tard? Alors oui, j'ai tout de suite demandé de faire des battles. Je crois que c'est Tommy au début qui me disait non, attends un peu.
mais je pense qu'au bout d'1 an, j'ai fait mon premier battle. J'avoue que j'aime beaucoup la compétition, même à travers d'autres disciplines quand je faisais de l'athlétisme ou d'autres choses. Euh, donc ouais, je suis allé très très tôt. Je pense que le premier que j'ai fait, c'était à Marche Prime, sur la côte du sud-ouest là. Euh, ouais, donc c'est au bout d'1 an. Ouais. C'est quoi que t'aimes bien dans la compétition? Alors la compétition, je la vois. Alors, j'ai eu beaucoup de discussions d'ailleurs sur ce mot compétition, parce que souvent on pense que la compétition c'est écraser les autres ou avoir vraiment une hiérarchie de compétences sur tous les participants. Mais pour moi, je le vois plus comme le fait de pouvoir comprendre là où on en est. Je vois comme les compétiteurs comme des thermomètres un peu, des jauges de se dire ah ben là j'ai pas réussi à faire ça, lui il m'a montré ça, j'ai vu d'avoir en gros tout le panel des possibilités et de savoir où on est dedans. Donc pour moi la compétition c'est juste un très bon moyen de se repérer de là où on est au moment où on fait la compétition. Et tu fais de la compétition, mais tu fais de la créa aussi ou pas? Ou que compète? Alors j'ai essayé, j'en ai fait, j'ai notamment fait de la créa avec Eddie Malem, sur un chorégraphe était assez connu, qui faisait danser des danseurs crump au début, et il a monté une équipe de danseurs qui s'appelait All Elements. Donc j'ai fait notamment le festival d'Avignon, je crois que c'était en 2017. Donc j'ai fait cette créa, mais ça m'a pas forcément plu pour deux raisons. La première raison, c'est le fait qu'il y ait quelqu'un qui me dise quoi faire, comment danser. J'avoue que j'aime bien garder le fait de ah je peux danser dans ma salle de bain justement ce côté exutoire immédiat. Donc je le perdais ça en créa. Et l'autre c'est que j'ai beaucoup de mal à rester longtemps avec des danseurs, vivre avec eux longtemps. J'aime bien ce côté épisodique. Il y a des gens très intéressants, mais peut-être pas sur le long terme. Donc voilà, c'est pour ces deux raisons que la créa, moi, ça m'a pas trop beaucoup plu et je préfère maintenant danser dans ma chambre et faire des battles. Et tu dis que t'aimes pas trop vivre avec des danseurs et rester longtemps avec eux. Ça me fait me questionner sur le fait que t'as un crew ou pas? J'étais dans la Smala. Ok. Je suis parti au bout de 4 ans quand même. Et maintenant, ouais, j'en ai aucun. Je suis curieux sur le fait que tu parles de pas vouloir, ou en tout cas de pas pouvoir traîner longtemps avec des danseurs. C'est le simple fait d'être avec des gens qui parlent de la pratique, qui pratiquent et d'avoir un surdosage comme ça, de parler du même sujet. Ou c'est autre chose? C'est un mélange de plusieurs choses. Je dirais la première chose, c'est le fait que quand même on trouve beaucoup d'extravertis en fait. C'est pas un défaut en soi, mais il y a quand même ce besoin ou cette envie de se montrer face à un public euh, et d'être avec beaucoup de personnes qui ont envie de se montrer, qui montrent beaucoup d'aspects de leur personnalité facilement. Mais moi, ça, au bout d'un moment, ça me prend pas mal d'énergie, on va dire. Je suis pas d'un naturel très très extraverti. J'aime bien prendre du temps pour moi. Donc ça déjà c'était assez dur. Euh, et puis après oui c'est vrai qu'on trouve beaucoup de personnes qui sont à fond dedans, qui sont très passionnées. Et c'est dur effectivement de pas parler d'autre chose des fois que de danse. Ça en fait des personnes très intenses, très intéressantes, mais de courte durée pour moi, voilà. À fréquenter en tout cas ponctuellement. Oui, je reviens sur ce que tu disais sur les compétitions, que ça m'avait l'air très clair ta manière d'envisager la chose, de voir les danseurs comme des thermomètres qui sont là simplement pour voir où ils en sont par rapport à eux-mêmes, etc. Euh, Moi, avec plein de danseurs, avant de se remettre au battle, tu sais, quand tu es dans des époques où tu fais des battles, puis des époques où t'en fais pas et que tu te poses la question de revenir, on se questionne toujours sur les bonnes raisons et les mauvaises raisons de s'y remettre. Et moi, je sais que pour ma part, c'est dur d'être toujours très au clair avec moi-même sur les raisons de revenir à un battle et d'être sûr que j'y vais pas avec de l'ego.
par avec quand je dis de l'ego, c'est-à-dire y aller avec comme objectif principal de se prouver qu'on est supérieur à quelqu'un d'autre, tu vois, ou comme objectif principal de rayonner, de recevoir de l'estime, de l'amour ou je ne sais quoi. Toi, quand t'en parles, j'ai l'impression que t'es super au clair avec ça. Est-ce que quand même, en fonction des compétitions que tu fais et des périodes dans lesquelles t'as quand même, ça fluctue et c'est quand même moins clair? Euh, Bah, on va dire que d'un point de vue, on va dire conscience, quand je m'inscris à un battle ou que je me dis je vais participer à un battle, euh, c'est un besoin assez égoïste, pas en termes de, forcément en termes d'estime ou d'amour que je vais recevoir, mais plus comme si mon seul vrai adversaire, en fait, c'est moi. Et c'est pour ça que c'est un besoin égoïste, c'est un besoin de progrès, de se prouver juste à nous-mêmes. Donc c'est pour ça que je me pose pas forcément de questions sur est-ce que tel battle va me donner telle remontée au niveau de ma carrière ou est-ce que ça va être ça va m'apporter de l'amour comme ça. Je me dis juste est-ce que ce battle va me faire progresser? Est-ce que les gens, la musique, les juges qu'il va avoir va être un endroit propice à la progression? Et voilà, il y a ça. Et puis après aussi, il y a un autre facteur qu'on oublie souvent, mais c'est l'argent. Il faut bien se l'avouer, c'est pas un tabou, mais si à un moment donné on a besoin de se nourrir ou qu'on a des besoins particuliers ou on va investir sur quelque chose, ben, ça rentre en compte aussi l'argent, le price money euh, qu'on gagne à la fin d'une compétition. Ça aussi, ça peut rentrer en compte. Mais sinon, pour le reste, je le vois vraiment juste comme une quête de la progression, en fait. Juste le fait de progresser. Et donc, dans ces outils pour mesurer la progression, si on imagine qu'il y a des critères ou des outils qui permettraient de mesurer ça, est-ce que tu ne fais confiance qu'à ta propre perception ou est-ce que tu fais confiance à d'autres critères pour évaluer ça, qui seraient l'avis des juges, l'avis de d'autres danseurs que tu estimes, certaines compétitions que tu vas gagner ou pas, ou est-ce que les seuls critères de réussite qui t'importent sont les tiens? Hmm. Euh, Bah ça, même si là j'ai l'air peut-être sûr de moi et de ma façon de penser battle, je doute assez souvent par contre sur est-ce que ce battle au final peut-être qu'il était bien, mince je l'ai refusé, je sais pas pourquoi. Donc ça là-dessus je vais douter. Donc au final euh, je sais pas trop ce que je vais en retirer. Donc des fois ça pourrait être un juge oui qui va dire quelque chose d'intéressant et là je vais le prendre en compte. Par contre la seule constante, on va dire, que j'arrive vraiment à voir, c'est les compliments et ça, j'ai du mal à les accepter encore. Mais c'est plus, par contre, les critiques, les retours critiques, ça, j'aime beaucoup. Surtout ceux du grand public, parce qu'au final, ils vont pas forcément parler de technique, ils vont pas forcément parler de musique comme les juges, mais ça va être juste leur propre ressenti et je trouve qu'ils sont toujours bons à prendre. quand même. Et là, tu parlais que tu as eu du mal à recevoir les compliments. Et quand tu gagnes des battles comme Summer Dance ou des Red Bull, Mm. l'après-battle, il se passe comment? Comment ça se passe quand les gens ils viennent te voir, ils te disent «Oh, c'était trop bien ta danse», qu'on t'envoie des centaines de messages, comment tu les reçois et qu'est-ce que tu fais pour pas que toi ça t'empoisonne la vie aussi? Alors, je vais être tout à fait honnête, oui, j'ai des difficultés, ouais, à prendre ça en compte. J'ai beaucoup de difficultés. J'ai besoin de beaucoup de temps après un battle et surtout une victoire pour me ressourcer. Des fois, des personnes vont penser sans doute que je vais être froid ou quoi, mais c'est vrai que je vais pas répondre directement à des messages. Je vais les faire au compte-gouttes après un battle. Là, par exemple, là, j'ai gagné donc le Red Bull il y a, je sais pas, ça fait une semaine et demie maintenant. Hmm. Euh, j'ai pas posté de story. Là encore, j'ai juste posté story après qu'on m'a repartagé, mais là, je n'étais pas vraiment à fond sur les réseaux sociaux parce que j'aime bien prendre ouais, une pause pour pas avoir cette déferlante de compliments d'un coup. Sans que ça vire en thérapie ou en psychologie de comptoir, mais est-ce que tu as une explication de pourquoi
de pourquoi c'est dur de recevoir ces déferlantes, tu crains quoi? Je pense que c'est en relation avec une des questions, c'était pourquoi j'ai du mal à être avec des danseurs aussi, c'est le côté extraverti. Et je pense qu'il y a des personnes qui vont vraiment se nourrir de cet amour, qui vont vraiment se nourrir de ça, et d'autres qui vont se nourrir ou qui vont se ressourcer quand ils sont seuls en fait, en introspection. Moi, je fais plus partie de la seconde catégorie, donc je le vois comme une énergie à passer en fait. C'est-à-dire que si je dois répondre, si je dois prendre du temps pour ces personnes, c'est vraiment un temps que je dois prendre. C'est pas quelque chose que je vais vraiment aimer en tant que tel, quoi. J'apprécie forcément, mais c'est une énergie que je dois dépenser. Alors que si je suis tout seul, à danser un peu pour moi, à réfléchir à ce qui m'entoure, ou voilà, ça va me ressourcer hein, vraiment. Donc c'est vraiment pour ça que cette déferlante, c'est du travail en fait pour moi. Le fait de Ouais. répondre, de le prendre en compte, c'est du travail. C'est presque des éléments entre guillemets, sans que ce soit péjoratif pour les gens qui t'écrivent, parce que ça part que de bonnes intentions, mais C'est c'est ça. entre guillemets des éléments perturbateurs qui dévient de la progression et de la concentration vers un meilleur niveau. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. En fait, c'est un paradoxe parce que pour moi, je pense qu'il peut pas avoir d'art sans public. Euh, donc, on a besoin de ce public, on a besoin de ce retour, on a forcément besoin de cet amour. Ce serait complètement, je pense, que ce serait un mensonge de dire le contraire. Mais en même temps, il faut être raisonnable avec ça, je pense. Et donc, ouais, il y a ce petit paradoxe. Il faut l'accepter, mais en même temps le ralentir. Et donc, dans la difficulté de recevoir des compliments, est-ce que toi, tu arrives à t'en faire pour toi-même? Est-ce qu'il y a des passages que tu revois des derniers battles que tu as fait où tu te dis, ah, quand même, celui-là, je peux me le regarder trois, quatre fois de suite, quand même, bien joué Soyuz, quoi. Oui, oui, c'est vrai. Alors j'aime bien organiser ma vie. Donc j'ai depuis le début toutes mes archives vidéo triées par année, triées par période, triées par nom. Et j'aime bien me faire des fois des petites séquences nostalgie. Je me reprends une vieille vidéo et parce que une fois des vidéos que j'oublie, c'est comme si je voyais un autre danseur en fait. Et là je fais ah il est pas mal lui. Ah bah c'était moi. Bah, parfait. Du coup je récupère des mouvements comme ça. Mais par contre tous les battles récents et les vidéos récentes, ça j'ai du mal encore. Il me faut un petit temps de latence on va dire pour vraiment voir et apprécier ce que j'ai fait. Et t'apprécies ta danse actuellement? Enfin, genre, hum, par exemple, le Summer Dance, c'était il y a un petit moment. Est-ce que t'as apprécié les passages que t'as fait, les trucs comme ça ou quoi? Pas du Ou tout. pas du tout? Quand je regarde mes vidéos, en fait, je pense que c'est justement quand on est toujours à la recherche de la progression, la vision qu'on a après un battle, parce que justement, ça veut dire que, pour moi, ça veut dire qu'en fait, ça a marché. Parce que si je vois que j'ai pas aimé mes vidéos, c'est-à-dire que j'ai progressé et que le fait d'avoir fait le battle, ça m'a fait progresser. Et donc de me regarder 3 ou 4 jours ou une semaine avant, je me dis, ah mais en fait, j'étais froissé au sol parce que j'ai déjà compris des trucs à améliorer en fait. Donc c'est pour ça que si je reviens, on va dire, dans un passé proche, bah, je vois tous les défauts et les choses à améliorer. Mais c'est super frustrant de se dire que à chaque fois que tu te regardes danser, tu n'aimes pas ce que tu fais. Hmm. C'est pour ça que je me regarde peu. Pour finir de faire un petit panorama de ta life, on va dire, avant de rentrer dans d'autres questions peut-être plus précises, t'es développeur web aussi. Et est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton métier en fait? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Oui, donc ouais, c'est assez large actuellement, mais on va dire que au début, je suis développeur de sites web, plus précisément ce qu'on appelle des web applications. C'est-à-dire que c'est pas des sites vitrines, mais ça va être des sites avec de la logique derrière. Donc, par exemple, Facebook, il y a de la logique derrière, vu qu'il y a un service de messagerie. Donc, c'est ça qu'on appelle une web app. Et sinon aussi, je fais des applications mobiles. Je donne aussi des cours de développement web. Assez récemment, là, je vais donner mon premier cours
demain, justement. Euh, donc ouais, on va dire quoi, c'est ça le panel de mes activités dans le numérique. Et comment t'arrives, parce que du coup, tu es en master, tu taffes en tant que développeur, et à côté des danseurs, et puis tu es quand même un bon danseur, tu as gagné des battles et tout, comment t'arrives à trouver le temps pour assez t'entraîner dans ta vie, quoi? Alors qu'à côté, tu taffes de ouf. Ça, c'est une question que j'ai du mal encore à gérer. Je dors peu, en vrai. Non, mais sinon, enfin, c'est assez facile à gérer dans le sens où c'est des activités que j'ai choisies et que j'aime. Donc, en vrai, on trouve du temps sur, sur ce qu'on aime. Euh, Après, ouais, je me dis que en vrai, 35 heures, pour moi, un travail de 35 heures, c'est pas assez en tant que tel pour dire qu'on nourrit bien notre semaine. Donc, on va dire que je consacre 35 heures dans le développement web et le reste, je vais consacrer 20 heures ou un peu moins. Je m'entraîne très peu en vrai dans la danse. Je m'entraîne 2 heures par semaine. Et vu que ça reste une activité secondaire et comme un exutoire, ben, j'arrive facilement à trouver du temps pour ces deux activités. Je pense que si développement web plus la danse, c'était deux activités principales où je dois vraiment donner le même temps, là, ce serait plus compliqué. Là, le sommeil, il sera encore pire. Mais si tu t'entraînes si peu, donc 2 heures par semaine, genre, faut que tu sois genre super clair avec ce que tu veux faire à l'entraînement. Enfin, genre, du coup, tu perds pas ton temps à l'entraînement. J'imagine que tu arrives, tu as des méthodes bien précises de comment tu veux t'entraîner, qu'est-ce que tu veux travailler. Il y a ça, et puis même en fait, quand je code, c'est-à-dire quand je fais du développement web, pour moi, c'est un entraînement parce que au final, c'est un métier assez artistique dans le sens où il y a beaucoup de création, il y a beaucoup de créativité, et on en parle d'ailleurs même dans certains métiers de l'architecture web. Donc il y a une créativité, et cette créativité, ça me donne des idées, et de l'imagination. Et au final, avant, je me disais, bah, tiens, de 8 heures à 18 heures, je peux danser. Mais au final, on peut pas contrôler sa créativité. Des fois, on va se donner 9 heures dans la journée et on n'a aucune créativité. On reste planté sur le sol et on n'a rien on est là comme ça. Euh, donc c'est pour ça qu'au final, je me réserve juste les 2 heures quand je sens vraiment que j'ai envie. Par exemple, ça va être un midi, j'ai bien mangé, et j'ai envie de m'entraîner, ou une nuit, j'ai écouté une bonne musique et ça me donne envie. Donc je vais me réveiller, je vais danser. Mais sinon, on va dire que c'est la pratique même de la discipline. Mais dans le développement web, ça m'entraîne à garder ma créativité. Donc, au final, c'est sur ces deux points que j'arrive à continuer à progresser. Mais attends, parce que pour moi, il y a quand même une énigme. C'est-à-dire que tu danses depuis 7-8 ans. Tu as gagné le Summer Dance, entre autres, et sans en faire toute une histoire, pour les gens qui savent pas exactement l'équivalent que c'est quand même un des très bons battles depuis des années en popping, qui est un battle référence. Euh, donc, t'as pas tant d'années de danse que ça par rapport à plein de gens qui participent à ce battle-là. Tu t'entraînes 2 heures par semaine. Il y a un élément que j'ai l'impression de pas avoir dans l'équation. Comment tu gères ton rendement pour avoir un niveau comme celui que t'as? Euh, alors ça, c'est maintenant que je fais cet entraînement. Mais il faut être honnête, les premières années, je dansais beaucoup plus. Je faisais du 2 heures par jour, vraiment quoi. Et à fond, avec des systèmes de tableaux aussi, très organisés. J'écrivais mes bases. Je me disais, je dois faire 30 minutes de cette base. Donc j'ai quand même, derrière, j'ai quand même beaucoup, beaucoup travaillé sur les débuts. Mais au bout d'un moment, je pense on arrive à comprendre aussi comment on progresse, comment on apprend. Et ça, c'était pour moi un de mes premiers objectifs, c'est de connaître son corps, connaître sa façon de progresser. Et une fois qu'on a ça, on arrive à optimiser notre rendement un peu, enfin, si je reprends ton terme. Et c'est un peu comme dans le développement web. Dans le développement web, au début, on a envie de coder, on a envie de résoudre un problème direct, on touche directement au clavier. Et au bout d'un moment, en fait, on met 5 heures à réfléchir et juste 1 heure à coder vraiment, à toucher le clavier.
Et je pense que c'est un peu ça que j'essaye de faire, c'est de réfléchir, d'avoir compris comment mon corps fonctionne. Et quand je mets la main dans le cambouis, les mains dans le cambouis, ben là, ça trace, quoi. Là, je sais quoi faire, je sais où mettre mon corps, je sais quoi travailler. Et voilà. Du coup, si on peut, si tu le permets, rentrer un peu plus dans des détails concrets, tu parlais des tableaux et de comment tu t'entraînais avant, etc. Je trouve que c'est intéressant d'en parler parce que on fait partie d'une discipline, peu importe les danses dans le hip-hop, mais qui est très autodidacte, où l'entraînement, ça reste encore un sujet qu'on aborde peu et que tout le monde... j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes ne trouvent pas leur méthode d'entraînement, ou c'est des sujets dont on parle des fois pas assez. Et bien sûr, en partant du principe que ce que tu vas nous expliquer, c'est ta méthode, et je pense que chacun devrait trouver la sienne, mais ne serait-ce que pour avoir une idée de celle que toi tu avais, c'est quoi cette histoire de tableau? Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'entraînement type, par exemple, sur les premières années? Comment tu réfléchissais la chose? Yes, carrément. Mais déjà, je vais revenir sur un truc que tu as dit là et qui est super important. C'est vrai que l'entraînement, il est pas tabou, mais on n'en parle pas forcément beaucoup dans notre milieu. Et parce que j'ai vraiment l'habitude de m'entraîner seul, parce que dans le popping, on n'est vraiment pas nombreux sur Bordeaux, du coup j'étais obligé de m'entraîner seul. Et au final, j'étais assez surpris de voir que dans les salles de danse, mais je vois vraiment pas le terme d'entraînement. Quand les gens ils disent on va à l'entraînement, et déjà je vois ils mettent leur meilleur jogging, leur meilleur basket. Donc je me dis non, ça c'est aller en soirée. Sans forcément critiquer tout, on va dire toute la culture derrière qu'il y a, des sapes et tout, c'est pas forcément ça, mais dire que c'est en termes d'objectifs, je me dis qu'il y a beaucoup de gens quand même qui vont à l'entraînement sans avoir vraiment d'objectifs, comme tu as dit. Donc ça va passer par des choses pour s'occuper. Ça peut être, mais tiens, là je m'habille bien pour cette séance. Euh, Tiens, là je vais faire un peu d'étirement. Ah tiens, je vais faire un peu d'échauffement. Je vais travailler un petit peu ça. Je vais regarder les autres danser pour voir s'il y a des choses qui vont m'inspirer. Ah là je vais regarder un peu le miroir. Ah non, je vais pas regarder le miroir. Et tout ça en fait, euh, ça part pas de mauvaises intentions comme ça, mais ça peut être pour moi se disperser un peu. Donc moi je l'ai un peu ressenti ça quand je suis allé les premières fois dans les salles d'entraînement. Et dans mes entraînements, j'ai essayé d'éviter ça le plus possible. C'est pour ça que j'ai dû faire des tableaux pour éviter de me déconcentrer en fait, tout simplement, de se concentrer uniquement sur l'essentiel. Donc par exemple, j'avais moi des tableaux juste en abscisse ordonnée, enfin, simple, c'est-à-dire je vais avoir un tableau avec mes bases en abscisse et en ordonnée, je vais avoir des énergies et je vais les faire correspondre. Par exemple, une base, ça va être le Fresno, ou pour d'autres personnes qui connaissent pas forcément, je sais pas, ça peut être un pas de bourrée. Et à côté, mettre avec une énergie, bah, par exemple, juste lente. Donc je vais travailler pendant 30 minutes, une seule base sur une énergie lente. Après, pendant l'autre 30 minutes, je vais faire pas de bourrée, mais sur un rythme rapide ou avec une énergie fluide. Et donc, je vais juste faire correspondre des choses. Des fois, même, je vais pouvoir faire correspondre deux bases. Ça peut être le pas de bourrée et, je sais pas moi, un tour de danse classique. Je sais pas. Bon, là, je parle pour que tout le monde voit la technique, mais voilà, j'ai essayé de faire correspondre plusieurs choses et comme ça m'empêche de voir ou d'être distrait par autre chose. Et si je suis chez moi, je peux être en jogging, en pyjama ou il n'y a pas besoin, il n'y a pas de problème, il n'y a pas le jugement des autres. C'est aussi pour ça peut-être que des personnes vont s'habiller bien dans certains battles, mais voilà, ou certains trainings. Mais le but, c'est vraiment de se focaliser sur l'essentiel. Hmm. Bon, il y a deux questions qui me viennent pour continuer sur la méthode de travail. La première, c'est par rapport à l'outil vidéo. J'imagine que quand tu travailles tout seul, du coup, et on voit que des fois tu postes des vidéos d'entraînement sur Instagram, j'ai l'impression que tu utilises l'outil qui est la caméra pour ensuite pouvoir voir ça. Et de la même manière que l'entraînement est un sujet qui me paraît tabou, j'ai l'impression que l'outil vidéo est aussi un sujet qui est des fois tabou. Des fois, on ne sait pas pourquoi on se filme, mais j'ai l'impression que c'est un outil qui peut être vicieux si on ne sait pas vraiment ce qu'on regarde dans la vidéo et pourquoi on s'est filmé. Toi, est-ce que c'est un outil que tu utilises beaucoup et est-ce que tu as une manière de t'en servir précise?
Alors, ça, je pense que je suis pas, par contre, la meilleure personne pour parler de ces outils-là, parce que je vais être tout à fait honnête, ça va faire le côté backstage de mes vidéos que, que je mets sur Instagram. C'est pas mes entraînements, en fait. Que c'est vraiment à un moment donné, après le boulot ou quoi, j'ai envie de donner. Je vais à un lieu, je pose la caméra, je me filme et je me barre. C'est vraiment là-dessus. Et c'est aussi parce que on m'a dit qu'il fallait envoyer des vidéos pour avoir quand même une image sur la toile, mais en vrai, il y a plein de vidéos que j'ai moi sur que j'ai pas du tout postées, que j'ai juste filmé aussi parce que j'aime bien le fait de pouvoir éditer ces vidéos. Ça, c'est peut-être le côté geek de développement web qui ressort. Mais au niveau du contenu vidéo, ça, j'avoue que je sais pas trop parce que j'ai pas le réflexe de l'envoyer et de le montrer aux gens sur les plateformes. Donc, je sais pas trop ce qu'on voit en fait sur une vidéo. Je suis peu consommateur de ce format en fait. Ok. Et la deuxième question qui me venait, c'était que tu t'entraînes beaucoup tout seul. Ok. Tu vas pas trop du coup dans les endroits d'entraînement collectif à Bordeaux. Ok aussi. Mais du coup, dans les étapes pour ensuite être capable de bien danser en battle, moi, je sais que personnellement, il y a une étape qui est essentielle, c'est être capable de faire ce que je fais tout seul sous le regard des gens et voir comment ça se détériore ou ça se transforme sous un regard. Est-ce que ça, c'est une étape que tu prends en compte dans ton entraînement ou est-ce que juste tu t'es entraîné tout seul 1000 ans et d'un coup, tu te retrouves avec plein de gens dans une salle et tout va bien? Euh, En fait, vu que je m'entraîne peu, maintenant mes plus gros entraînements en vrai, c'est les battles. C'est-à-dire que je vois un battle comme un entraînement un peu. Donc au final, j'ai pas de se dire je crée un truc pour une certaine situation. Je crée un mouvement pour une certaine situation parce que pour moi, en fait, ma situation réelle, c'est le battle. Je sais pas si c'est facile à comprendre, mais j'ai pas trop ce passage parce que la plupart du temps où je me vois danser, ça reste quand même le battle. J'en fais énormément, j'en fais beaucoup. Euh, je crois que depuis, j'en ai fait au moins plus de 200 en tout. Donc c'est vraiment ma situation réelle, c'est le battle. Donc j'ai pas vraiment ce temps ou cette manière de penser en mode ah, j'ai quelque chose à taffer chez moi, il faut que je le mette devant un public. Mais du coup, si tu prends le battle comme un entraînement, j'imagine que tu arrives au battle avec des objectifs et des trucs à travailler ou pas. Des fois oui, mais je me dis plus, ça va être plus par rapport à ma façon de penser au jour le jour. Parce que ça, c'était quelque chose que j'ai dû changer par contre. De se dire, de se mettre des objectifs à un battle, en fait, c'est trop. En fait, c'est impossible. C'est impossible, c'est utopiste, je dirais même, parce que en gros, on se dit, ah, j'ai travaillé une semaine, et pendant une semaine, le jour J, je pourrais reproduire la même chose que ce que j'ai travaillé. Alors qu'au final, un battle, c'est juste un moment T, en fait. On peut être claqué au sol un jour, et le lendemain, on peut gagner la meilleure compétition possible en fait. Donc j'essaye de pas me mettre des objectifs avant, mais j'essaye juste d'écouter le moment où le moment présent en fait. Je me dis ah tiens là je me sens un peu fébrile, je le sens pas trop. Ah mais la musique elle est quand même cool. Ah ça me fait rentrer dans une émotion. Ok là du coup je sens que je vais pouvoir faire telle chose telle chose. Donc en gros, ça va resserrer petit à petit le champ des possibles, on va dire, avec ce que je perçois au moment présent. Mais ouais, du coup, mes objectifs, je les définis au moment même, sur le moment même. En mode freestyle, quoi. C'est ça, complètement. Et est-ce que vivre la chose de manière si solitaire, j'ai envie de dire, euh, est une barrière à quand même réussir à vivre des moments en battle où tu sens qu'il y a un vrai partage avec la personne en face. Parce que j'aurais tendance à me dire, ouais, il est si solitaire dans sa méthode, dans sa manière de voir le truc, si ça se trouve, il arrive au battle, il danse et en fait, il calcule même pas vraiment qu'il y a quelqu'un en face. Et à la fois, si je te dis ça, c'est que j'ai vu des contre-exemples dans des battles où bah, encore récemment au Summer Dance. Pour citer un battle, j'ai eu l'impression que l'échange avec Cynthia, qu'on va d'ailleurs interviewer bientôt, ça s'est vu que l'échange était humain et que
tu voyais qu'il y avait en face et que tu vois, il y avait un vrai partage. Euh, mais du coup, je me demande vraiment comment tu te sens toi par rapport à l'autre, à celui qui est en face. Est-ce que tu le calcules ou tu vis le truc de manière solitaire jusqu'au bout? En fait, c'est si je définissais justement des objectifs avant le battle, ce serait pas voir la personne en face. Donc c'est pour ça que pour moi le moment présent il est super important, c'est parce que la personne qui va être en face fait partie de ce moment présent. Donc je le prends forcément en compte. Et puis un autre truc c'est que euh, si je donne pas le meilleur de moi-même face à cette personne et que je vois pas ce qu'elle fait, mais j'aurais pas le maximum d'informations à en retirer un peu. L'échange, c'est lui qui va me faire progresser. C'est ça qui va me dire, à la fin du battle, ah ben tous ces échanges et tous ces paramètres en jeu, la musique, la personne en face, ben tout ça, c'est ça qui va me faire grandir. Et j'espère que j'ai donné ça aussi à la personne en face. Et au final, c'est comme ça que la culture et la danse grandit en fait. C'est c'est une sorte de double pédagogie qui s'installe entre les deux personnes qui s'affrontent. On apprend de l'autre et en même temps, il apprend de nous. Parlons de pédagogie d'ailleurs un peu. Il y a une question qu'on aime bien poser, qui est une sorte d'exercice, c'est plus un exercice de pensée qu'une réelle question, mais c'est si tu croisais quelqu'un et que tu n'avais que 30 minutes avec cette personne et que tu sais qu'après tu la revois pas et que elle va se débrouiller avec cet échange-là pour en faire ce qu'elle veut, en 30 minutes, qu'est-ce qui te semblerait important de transmettre à cette personne-là qui peut-être n'a jamais fait de danse avant? Qu'est-ce que Ah, tu de 30. transmets en 30 minutes d'essentiel? Hmm. Mais toujours dans le cadre de la danse. Tu peux y répondre comme tu veux. Ok. Faut quand même que je réponde assez rapidement pour que ça soit le premier truc qui me vienne à l'esprit, sinon c'est pas drôle. Euh, En 30 minutes, hmm, dans un souci d'apprentissage, je pense que, je pense honnêtement, je parlerai de stoïcisme. Honnêtement, ouais. Je pense que je parlerai de stoïcisme. Parce que c'est ce qui ratisse le plus large, on va dire. Parce qu'un conseil dans la danse, ça s'appliquera que au contexte de la danse, alors que la philosophie qui est le stoïcisme, peut-être qu'il pourra en trouver quelque chose applicable dans d'autres domaines. Donc, ouais, je pense que je parlerai de ça. Ok. Pour définir un petit peu ce qu'est cette branche de la philosophie, et tu apporteras des corrections, modifications si tu veux, mais être un stoïcien ou le stoïcisme, c'est le fait de, de chercher à ne pas être affecté par les éléments de la vie et à tout prendre de manière pas forcément neutre, mais en tout cas avoir un certain sang-froid par rapport aux choses bonnes comme par rapport aux choses moins bonnes qui peuvent nous arriver, de manière à ne pas être affecté, j'ai envie de dire. Est-ce que déjà la définition te paraît à peu près correcte? Hmm, Ça, pour moi, c'est quand même le sens qui est un peu dérivé du mot stoïque. Parce que souvent, le mot stoïque, enfin, il est appliqué quand souvent on va pouvoir le comparer à il a réagi sans broncher, par exemple. Donc, c'est à ça qu'on va attacher le mot stoïcisme. Mais en vrai, pour moi, c'est quand même un petit peu différent. Euh, pour moi, en gros, c'est pour le résumer facile, enfin rapidement, on va dire. Ça va être une des phrases d'Épithète, qui était un esclave grec, euh, qui a donc dans ce livre-là, il y a une phrase, c'est juste distinguer les choses qu'on contrôle et qu'on contrôle pas, en fait. Donc, c'est en ça être stoïque, c'est juste mettre notre attention sur les choses qu'on peut contrôler, uniquement ça. Donc, par exemple, l'exemple le plus facile, ça va être souvent on voit des gens dans la rue, ils vont dire ah mince, il pleut, enfin fait chier, il pleut. Sauf que c'est quelque chose qu'on peut pas contrôler. Mais il a mis une part de son énergie sur ça. Et donc ça va le frustrer, il va peut-être pas passer une bonne journée à cause de ça, sur quelque chose qu'il ne peut pas du tout contrôler. Et donc le fait d'être stoïque, c'est juste de se dire, ah mais en fait la seule chose dont j'ai contrôle, c'est la perception des choses.
Donc pour moi, c'est ça en vrai le stoïcisme. Donc toi, c'est la manière que tu as de vivre la danse et la manière que tu as de vivre en général. Oui, c'est ça. Et au final, ça m'a énormément apporté. Donc, dans la danse, ben, si on l'applique à ce milieu-là, ben, par exemple, quand tu parlais du public, ben, au final, le public, on peut pas le contrôler. La, la manière dont il va nous percevoir, c'est quelque chose qu'on peut pas contrôler. La seule chose que je peux vraiment contrôler, c'est le moment même, ma perception de l'environnement, la perception du présent. Et du coup, en fait, ça libère beaucoup l'esprit parce que on n'a plus besoin de consacrer notre énergie à énormément de choses. Et ça fait plaisir. Je me fais un peu l'avocat du diable, mais en tout cas pour prolonger juste un peu le débat par rapport à ça, souvent une critique qui est faite aux personnes stoïques ou aux stoïciens, c'est d'être insensible ou en tout cas de pas oser aller dans des sensations extrêmes par peur de se blesser et du coup de louper parfois certaines euphories ou certaines joies. Euh, Mm. tu te positionnes comment par rapport à ça? Ça aussi, je pense que c'est souvent, je pense que ça a été à cause du parallèle avec l'épicurisme, qui est un peu la philosophie inverse, ce qui est pas totalement vrai, mais c'est les deux courants de pensée qui s'affrontent. Où l'épicurien, il adore la vie, il va profiter des joies de la vie. Mais dans le stoïcisme, on profite aussi des joies de la vie, c'est juste que il faut le prendre en compte. Donc c'est juste cette objectivité qui peut paraître froide, le fait de prendre les choses d'extérieur. Alors, la question qui me vient en parlant de ces trucs-là et de l'analyse de ce qu'on peut contrôler et ne pas contrôler, et, euh, et en voyant ta manière de danser et de penser, euh, me donne envie de te demander, est-ce que pour toi, un bon danseur, ou en tout cas pour aller loin dans la danse, pour aller profond dans la vision de la danse, est-ce qu'il y a nécessité de tout déconstruire à ce point-là? Par tout déconstruire, j'entends analyser tous les outils, mais déconstruire même la manière dont notre regard bouge quand on danse, la manière dont on s'habille, la manière dont est fait un battle, la manière dont on entre dans une salle de battle, la manière dont notre psychologie réagit quand on arrive et qu'on est dans un événement de battle. Est-ce que pour toi, il y a nécessité de tout déconstruire au maximum tout le temps, tout conscientiser le plus possible, ou tu laisses des éléments échapper à ta perception? Alors oui, là, je pense qu'il faut encore le rappeler, c'est vraiment ma façon de voir les choses, mais oui, j'aime bien tout disséquer, déconstruire à outrance. À outrance, parce que même des fois mon entourage me le rappelle, ou dire, des fois c'est un peu trop. Euh, mais oui, j'aime bien tout comprendre, essayer tout du moins, parce que c'est impossible de tout comprendre. Il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre du laisser aller. Il faut pas l'ignorer, mais ouais, j'aime bien vraiment tout disséquer, essayer de capter, de voir toutes les causes à effet, on va dire, en général. Et cette manière de penser, d'organiser ton temps, ta danse, est-ce qu'il y a un objectif au bout de ça? Est-ce qu'au bout de ça, il y a une quête de quelque chose, de devenir un surhomme, un super saiyan, je sais pas, c'est nommé de plein de manières différentes en fonction des histoires que les gens se racontent, mais est-ce qu'au bout, à la clé, quand tu te laisses rêver, il y a des choses concrètes ou c'est juste, vas-y, jour après jour, je progresse un petit peu plus et j'entrevois rien de précis pour le futur. Si j'ai un seul rêve, et c'est le rêve que, normalement, c'est ce que, on va dire, les philosophies, c'est ce que les philosophies essayent de donner, c'est ce qu'on appelle l'ataraxie. L'ataraxie, c'est donc le bonheur absolu, c'est le fait de ne rien regretter en fait à sa mort. Au final, c'est ma quête, c'est de me dire, bah, je sais pas, que si à un moment donné j'ai 80, 85, j'espère, et que je suis là à me dire, à regarder le passé, et je me dis, j'ai fait quand même une putain de belle vie. Voilà, ça c'est mon objectif de vie
encore mieux si je meurs avec un bon repas juste avant, ça c'est encore mieux. Voilà, c'est ce genre de rêve pour moi. Ça serait quoi le dernier repas Ah ouais, le dernier repas. idéal? Je pense que ce serait un repas d'ailleurs que ma maman m'a fait après le Red Bull. Ma victoire au Red Bull, c'est le plat national malgache, parce que ma mère est métisse malgache. Ça s'appelle le romazav. Donc c'est à base un épinard, un type d'épinard spécial qui pétille dans la bouche. C'est très particulier. Avec du bœuf, du riz, de la rougaille tomate. Mais tout ça, là, je pense que si je mange ça avant de mourir, là, je pense que j'ai refait ma vie. Et du coup, si ce n'est ce plat-là, si tu meurs demain, il y a des choses, ça irait? T'en serais à l'objectif que tu viens de citer? Ou il y aurait d'autres choses à modifier là? Ah là, non, pour moi, c'est pour ça que je pense qu'à l'heure actuelle, je suis quand même assez heureux. C'est que là, je pense que si je mange ce repas-là demain et que je dois clamser, en vrai, je serais heureux. Lourd. C'est tout ce qu'on te souhaite. Euh, je switch un petit peu de sujet pour parler plus précisément de la communauté dans le popping, Mhm. de la culture popping. Et la première question, ça serait en fonction des disciplines du hip-hop, mais aussi en fonction des pays. Mais déjà que tu fasses du break ou du popping ou du hip-hop new style les codes sont différents, les gens relationnent différemment, les événements n'ont pas les mêmes ambiances, les gens ont des manières de s'entraider ou non différentes. Et ça dépend aussi des époques. Par exemple, moi je suis dans la sphère du break à fond, tu vois. Et j'aime bien analyser dans le break comment les gens relationnent, est-ce qu'ils s'entraident ou pas, de quelle manière on peut le plus se pousser vers le haut ou non. Toi, ton constat, ton regard sur la communauté du popping, donc celle que tu vois, peut-être on peut parler de la communauté en France. C'est quoi ton regard là-dessus, ton diagnostic? Alors, je la connais très peu, la communauté popping, à cause de peut-être ma façon de voir mes entraînements. Ça doit jouer. Euh, mais maintenant, quand même, plus récemment, j'arrive à m'ouvrir et puis il y a certaines personnes et communautés que j'apprécie. Donc pour moi, au niveau de la communauté popping, on est quand même assez indépendant. Il n'y a pas forcément ces crews de guerriers qu'on peut voir dans le break, parce que quand même, vu que je connais quand même pas mal le break, vu que j'étais dans la Smala avant, et que la plupart de mes amis dans la danse, mes plus anciens, c'est les danseurs de la squad, ceux que je connais depuis le plus longtemps. Donc je vois un peu le parallèle. Donc on n'a pas trop ça en popping, peut-être un peu à Paris quand même. Il y a quand même cette communauté de guerriers. Mais sinon, au niveau de l'entraide, je trouve il y en a quand même pas mal d'entraide et assez positive. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'on retrouve plus vraiment ce terme crew, ou peut-être le vrai terme qui devrait être, c'est la famille en fait. Il y a quand même certains crews qui ont ce concept de la famille. C'est, on n'a pas forcément d'objectif de guerrier ou de style, il faut remporter comme le PSG, mais plus de dire, ben, on avance ensemble, on est ensemble, on partage des moments ensemble. Je fais une petite dédicace s'il y en a qui connaissent, mais voilà, de prendre le petit goûter après un battle en face. Voilà, c'est des moments qui sont importants et qui sont de la vraie entraide pour moi. Donc ça, on en retrouve quand même un peu dans le milieu du popping. C'est rare, mais c'est aussi peut-être parce qu'il y a moins de danseurs de popping que dans certaines autres catégories. Mais ça me fait penser à un truc là, ce que tu es en train de dire. Mais ça n'existe pas des crou-crou en popping. Des crou comme tu dis, si, il y en a. Il y en a quand même. Je pense aux bars à pop à Marseille, les West Gang à Paris. Euh, donc peut-être que là j'en ai cité que deux. Donc oui, c'est sûr que c'est pas on va dire, il y en a pas beaucoup, mais ça existe en tout cas. Il y a quelques crou. Et pour reparler de la discipline en elle-même, euh, il y a, j'ai l'impression qu'encore si on compare les différentes disciplines du hip-hop, il y a des disciplines
qui ont moins de règles ou qui sont moins contraignantes au niveau de leur code d'honneur ou je sais pas comment dire. Par exemple, je pense au hip-hop new style. Euh, j'ai l'impression que c'est une danse assez libre et que du coup, en fonction du peu de règles qu'il y a, j'ai l'impression que c'est une danse qui est vouée à évoluer assez facilement, qui est un peu modulable en fonction de l'époque, des musiques. C'est une danse qui est poreuse, qui bouge beaucoup. Et en comparaison, j'ai l'impression que des danses comme le locking ou le popping, Mm. c'est des cultures avec des règles de mouvement, des règles de musicalité, voire même des règles de vêtements, mais on va peut-être pas parler de ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a des règles plus strictes. Et je me demande si le fait d'avoir des règles plus strictes fait que c'est une danse qui est vouée à évoluer moins vite ou à bouger moins vite en fonction de l'époque. Et tu sais, des fois, par exemple, le locking, on dit que c'est une danse qui est en train un petit peu de se décaler de l'époque qu'on vit parce qu'elle reste bloquée dans une sorte de passé. Le popping, tu as l'impression que ça se positionne comment par rapport à ces règles-là? Euh, ouais, c'est une bonne question. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut observer. Euh, je pense que pour le popping, au final, il y a beaucoup de mouvements qui sont récupérés dans le new style à l'heure actuelle, surtout on va dire dans le courant européen. Quand maintenant on compare les new stylers au Japon ou en Asie, où eux ils sont vraiment concentrés sur la hype, on voit une énorme différence et je trouve que dans le new style, ils récupèrent beaucoup de codes et de mouvements du popping. Donc au final, j'ai l'impression que pas mal de popping enfin, on va dire que le courant survit et évolue aussi grâce à ce style. Euh, Par exemple, je vois moins de mouvements de locking récupérés dans le new style. Euh, et après, je pense que dans le popping, ce qui est quand même cool, c'est qu'il y a beaucoup d'énergies différentes. On va pouvoir même parler de smurfing, il y en a, ils vont faire que des waves, il y en a, ils vont faire que de l'animation, il y en a, ils vont faire vraiment du bougalou, il y a plein de styles différents et qui font que je pense qu'il y aura toujours des petits viviers, on va dire, de création, de lab sur certains styles et courants du popping. Donc je pense que ça évolue quand même, mais je pense que tu as raison, ouais, ça évolue moins vite que des styles qui sont super médiatisés aussi. Ça, il faut le dire. Hmm. Et dans les différences, je reviens sur un truc que tu avais dit à ton dernier cours, le fait que tu sois remplacé par une popeuse. Tu disais que c'était cool parce qu'on allait voir une autre facette du popping, parce que c'est une femme et qu'elle a tendance, enfin les femmes ont tendance du coup à peut-être popper différemment. Est-ce qu'il y a des grosses différences entre les poppers et les poppeuses? Euh, je Je, pense qu'il y en a pas. Ouais, pardon. je sais qu'en break, par exemple, si tu regardes une femme danser ou un gars danser, tu vois, on va avoir des grosses différences parce que bah, on a une possibilité de mouvement qui va être différenciée du fait que, par exemple, les filles elles sont peut-être plus souples que les gars, des choses comme ça. Et du coup, chacun, en fait, va aller là où il maîtrise le plus, là où il a des facilités, en fait. Et je voulais savoir, du coup, en popping, s'il y avait cette différence-là. Euh, je pense que là, à l'heure actuelle, on va en trouver des différences, mais c'est plus parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui dansent le popping enfin, c'est plus ça le paramètre que le fait qu'on ait des corps différents ou des choses comme ça. Parce que du coup, on va voir très peu de filles et les filles qu'on va voir, c'est parce qu'elles sont démarquées avec un style particulier. Donc on va dire, ah, peut-être qu'elles sont différentes. Mais en vrai, je pense pas. Je pense qu'il y avait plus de filles. Mais en fait, on verrait juste les mêmes courants qu'on voit chez les mecs. Donc, on va voir par exemple dans certaines villes, ils dansent un peu tous pareil ou dans le truc, mais c'est parce que on s'entraîne ensemble et parce qu'on crée des courants. Et là, je pense que le fait que ce soit une fille ou un mec, et que ça soit, enfin, je pense que là, ça va être. Je pense que ouais, si on est équitable, on verra pas de différence en tant que tel. Euh, mais là, pour moi, là, quand je dis que je suis content que ce soit, donc je dis la danseuse, elle s'appelle Tine, qui va venir sur Bordeaux. Euh, je pense que c'est aussi qu'on a montré à travers nos maîtres
on va dire, les premiers danseurs de nos disciplines, c'est quand même des mecs. Et donc, ils ont montré une certaine façon de danser. Et je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de femmes qui ont voulu se dire, ben, c'est comme ça qu'il faut danser. Et c'est depuis peu que euh, elles arrivent aussi à trouver leur façon et leur façon de bouger. Et, euh, et donc, je pense que ça qui devient intéressant, c'est que maintenant, des femmes qui veulent commencer une discipline peuvent aussi avoir un modèle féminin et pas que des modèles masculins. Mm. Et même nous, en tant que mecs, s'il y a des mecs qui veulent débuter, on aura maintenant les deux facettes. Et ça que je trouve intéressant, c'est qu'on aura les deux modèles euh, parce que au final, c'est inspirant de voir un mec et une meuf danser différemment et de pas avoir la même chose que si on voyait toutes nos cassettes qui vont venir du Japon avec les mêmes gars. Je pense que du coup, si on plus généralement, si on voit qu'une seule fenêtre de pédagogie, que ça soit d'un pays, d'une culture, de sexe et tout, en fait, ça devient pauvre. Et plus il y a de différences, que ça soit culturel, au niveau du genre, au niveau de ça, plus en fait ça va nourrir la discipline. On arrive à la fin de la conversation et on a un rituel, c'est que vu qu'on enchaîne les personnes qu'on interviewe, euh, tu as le droit de poser une question à la prochaine personne qu'on interviewe. Soit une question, soit un sujet que tu aimerais qu'on aborde avec la prochaine personne. La personne qu'on interviewe après toi, c'est Yaman. Je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais, je vois qui c'est, ouais. Ok. Grand monsieur. Est-ce qu'il y a un sujet ou une question précise que tu aimerais nous donner pour lui? Hmm. Euh, Pourquoi la glisse? Pourquoi la glisse? Juste ça. Hmm. Pourquoi glisser? Ça marche. Écoute, merci beaucoup. Grave. Merci à vous. C'était une tuerie. Et, Hmm. et voilà, bonne continuation. On devrait se recroiser sur Bordeaux, entre autres, et ailleurs. Et merci pour le temps que tu nous as accordé. Grave. On se Bien, revoit. merci à vous pour ce que vous faites. Je pense que si ça aide ou si ça inspire des gens, ben, vous avez fait votre taf. Cool. Nice. Ciao, mec, à plus. À plus. Ciao.